Alors bonjour, bienvenue à tous. Merci beaucoup de vous être rejoints à cette présentation qui a été préparée spécialement pour les membres du personnel des entreprises situées dans le quartier Saint-Roch, dont vous faites pour la plupart partie. Il y a déjà beaucoup de monde de connecté. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont en voie de se joindre à nous. On va commencer tranquillement. Je m'appelle Édouard Garneau, je suis conseiller en communication pour la division des communications du réseau structurant de transport en commun. Je serai votre animateur aujourd'hui. Et je tiens à vous présenter les quatre présentateurs qui seront avec nous. Donc, du bureau de projet du réseau structurant de transport en commun à la Ville de Québec, nous avons M. Benoît Carrier, qui est directeur de la conception et de l'intégration du système de transport, Alejandro Calderon Quintero, qui est chef d'équipe à l'intégration urbaine, M. Benoît Mimo, qui est chef d'équipe et chargé de projet, notamment pour le secteur Saint-Roch, et au réseau de transport de la capitale, au RTC, on a M. Denis Matarangas, chef planification du RTC. Donc, on va vous revenir dans à peu près une minute là, sur les contenus qui seront abordés, mais je tiens d'entrée de jeu à vous dire et à vous faire savoir que tous nos présentateurs resteront avec nous là, en fin de séance pour que vous puissiez poser vos questions. Pour plus d'efficacité, on vous propose un modus operandi là, où vous posez vos questions par chat. Donc, dans l'outil qui s'appelle Questions et réponses, qui est situé dans le haut de votre écran, vous pouvez nous écrire là-dessus. Tout au long de la présentation, il y a des collègues, en fait, mes collègues de l'équipe des communications là, qui connaissent le projet sur le bout de leurs doigts. Il y a plusieurs questions auxquelles ils peuvent déjà répondre, donc vous allez pouvoir avoir une interaction avec eux. Mais à certains moments, ils vont garder certaines questions pour la fin là, pour qu'on puisse les poser à nos présentateurs et qu'on puisse rentrer un petit peu plus dans le détail de vive voix. Donc, la présentation est divisée en 4 grands blocs. La section Le tramway et son réseau, qui est là pour bien vous présenter ce nouveau mode de transport qui est implanté à Québec. Il y a beaucoup de choses à savoir là-dessus. On va parler aussi d'aménagement et d'intégration urbaine dans une section qui est appelée Québec plus belle, plus attrayante. On en profite pour vous montrer comment Saint-Roch va se transformer, là, donc avec l'arrivée du tramway, et vous donner des détails sur les travaux qui sont préparatoires qui sont en cours. Et à ce sujet-là, d'ailleurs, M. Matarangas du RTC va aussi nous parler des mesures en place pour l'accès en transport en commun là, au secteur. Et enfin, tel que promis, là, on vous prévoit une période de questions pour répondre à un maximum de questions que vous pourriez avoir. Sur ce, je vous souhaite une bonne présentation. Je me retire et je laisse M. Benoît Carrier démarrer tout ça. Et de Benoît, je vous donne le contrôle. Ça ne sera pas bien long. Ça devrait marcher. Merci, Édouard. Bonjour tout le monde. Ça nous fait plaisir ce midi de partager avec vous un peu le projet de tramway, un peu plus dans le détail, prendre un bon moment avec vous pour expliquer un certain nombre de choses. Donc, Benoît Carrier, je suis responsable de la conception du tramway et de tout le système de transport au sein du bureau de projet. Je vais entamer la discussion et je partagerai avec mes collègues la suite. Donc, pourquoi un tramway? Nous, on est en train de travailler sur la mise en place d'un nouveau réseau structurant dont la colonne vertébrale est effectivement la ligne de tramway pour faire face à la croissance de la population qui, sur l'horizon de planification qu'on travaille. On travaille sur un horizon des années jusqu'à 2041 actuellement. On voit qu'il y a une économie qui est en croissance. Évidemment, là, on va faire fi du bump qu'on a avec la pandémie. Là. Nous, on doit avoir un horizon de planification sur du plus long terme, planifier la ville. Les villes continuent d'évoluer à travers le monde et doivent s'y préparer à cette croissance-là. Donc, 100 000 emplois de plus qui sont arrivés depuis une vingtaine d'années, qui vont continuer de croître au fil des années. On a un très bon taux de chômage qui est très bas, une bonne vitalité économique qui doit se poursuivre. On attend d'ici 2036, selon les chiffres de l'Institut de la statistique du Québec, près de 60 000 nouveaux citoyens à Québec. Ce qui fait en sorte qu'on le vit déjà depuis quelques années et ça va continuer. Les besoins en déplacement de toute nature vont continuer d'évoluer. Donc, évidemment, pour pouvoir anticiper et planifier et de maintenir des conditions de circulation acceptables dans les prochaines années, on se doit de bien planifier l'aménagement du territoire, mais également le transport dans ses différentes formes. Aujourd'hui, et dans les dernières années, et ça va se poursuivre, l'automobile prend beaucoup d'espace en ville. C'est une situation qu'on vit de plus en plus et qui impacte la qualité qu'on peut offrir en termes de transport en commun. Évidemment, le transport en commun, c'est une solution incontournable à déplacer des gens dans la ville, mais actuellement, ce qu'on vit, c'est qu'on atteint un niveau de saturation dans nos services et on se nuit nous-mêmes en termes d'exploitation parce qu'il y a de la congestion même sur les autobus et même sur les voies réservées que le RTC utilise en période normale, principalement aux heures de pointe dans les secteurs du centre-ville et de Sainte-Foy.
On vit un peu l'effet de train-bus qui fait que les déplacements en transport commun sont plus longs qu'avant parce qu'ils sont moins réguliers. Ils sont aussi moins fiables parce que d'une journée à l'autre, les situations de congestion peuvent varier, ce qui rend un peu insécure les gens dans leur choix de mode de transport pour utiliser dans le quotidien. La solution d'utiliser des véhicules plus capacitaires avec des mesures plus fortes pour assurer la régularité et la vitesse, c'est ce qui est devant nous pour desservir la colonne vertébrale dans un principe où Alessandro va expliquer un peu comment s'y déplacer et y monter. Donc, des véhicules de type tramway, beaucoup plus capacitaires que les véhicules de type autobus, mais aussi avec un système qui prévoit plus de régularité, une meilleure priorité à ce mode de transport-là, mais qui s'intègre bien dans la ville. Donc, les bénéfices du tramway et de son réseau, évidemment, on veut mettre le bon mode de transport au bon endroit. Les axes, les axes principaux que desserve le tramway, c'est vraiment où il y a beaucoup d'intensité de déplacement. C'est ce qui relie les grands générateurs. Mais on veut vraiment repartager l'espace urbain avec les bons modes de transport. De plus en plus, les modes actifs prennent plus de place, plus d'utilisateurs, ce qui est complémentaire à l'utilisation du transport en commun. Donc, on veut offrir une meilleure offre, un meilleur service en transport en commun, mais vraiment avec l'ajout et la bonification des autres accès à d'autres modes, que ce soit les piétons, les cyclistes, à l'autopartage, à l'intermodalité, tout en adjoignant aussi un grand réseau de transport en commun plus efficace qui s'y rattache. Évidemment, on a une considération de transport, mais on a une considération aussi de créer un environnement plus simple, plus agréable et convivial sur le territoire de la Ville de Québec. On a un grand effort à faire là, pour améliorer les conditions de qualité de l'air. On veut respecter nos cibles là, en termes de diminution des gaz à effet de serre par le déploiement d'un réseau de transport qui va être voué à être électrifié. Premier grand élément, évidemment, la ligne vertébrale. La colonne vertébrale, qui est le tramway, est évidemment 100% électrique et le RTC, par ailleurs, prévoit son déploiement d'un réseau d'autobus électriques sur lesquels nos pôles et terminus conçus dans le projet de tramway vont recevoir la capacité d'électrifier également les autobus. Ce qu'on cherche à faire, c'est améliorer la qualité de l'air, améliorer la canopée avec plus de végétation, plus de déplacements en transport en commun, mais aussi plus d'intermodalité, comme je le mentionnais, et plus de place au transport actif le long des axes structurants, qui sont des modes et des façons de se déplacer très complémentaires à la ligne de tramway. Donc, une colonne vertébrale d'un grand réseau. Sur le territoire de l'agglomération de Québec, le bureau de projet a la responsabilité de déployer la ligne de tramway, qui est la colonne vertébrale, qui, comme je le mentionnais, va relier les grands générateurs de déplacement où la densité de population, d'emploi, de lieux d'études est très élevée. Donc, ce qu'on peut voir sur la carte, plus les éléments sont rouges, plus il y a de la densité de déplacement. Et il faut qu'il y ait une densité de déplacement sur toute la journée pour avoir la pertinence d'un réseau structurant et d'une ligne de tramway. C'est le cas par la mixité des besoins de déplacement. Donc, pour tous les besoins, ça génère des déplacements sur toute la journée, donc plus d'intensité dans les secteurs de Sainte-Foy, du campus universitaire, dans le secteur de la colline parlementaire et de Saint-Roch, qui est l'objet d'aujourd'hui. Et on voit aussi certains axes qui viennent s'intensifier également, sur lesquels on déploie des réseaux à haut niveau de fréquence et de service. Donc, la ligne de tramway, pour ceux qui suivent l'actualité, a eu confirmation de sa portée à l'émission du décret du gouvernement du Québec là, au mois d'avril. On est maintenant sur une portée de projet d'une ligne de tramway qui va partir d'ouest en est de Cap-Rouge au secteur de Destimoville. Un grand axe structurant est-ouest sur lequel le gouvernement annoncera ses intentions là, prochainement pour avoir un système de rabattement avec un déploiement de voies réservées par autobus qui va se rattacher aux principaux pôles d'échange. Alessandro va expliquer un peu le contexte des lieux d'échange un petit peu plus tard. Donc, 19 km et des poussières de lignes de tramway d'est en ouest, sur lequel le secteur de Saint-Roch est névralgique, se situant au cœur du réseau. Le tramway moderne qui se déploie dans plusieurs villes européennes du nord de l'Europe, en Scandinavie, en Amérique du Sud et maintenant de plus en plus dans l'Amérique du Nord,
On est un peu des précurseurs du mode de tramway du type dont on le fait. C'est le seul mode de transport qui correspond aux critères formulés par la Ville. Tout à fait adéquat en termes de capacité versus la demande en transport. Un système qui s'intègre bien dans la ville et qui permet de bien revitaliser aussi les secteurs traversés. Donc, vraiment, là, le choix qui a été arrêté est le meilleur par rapport aux besoins de la Ville de Québec. Donc, beaucoup plus capacitaire que les autobus, comme je le mentionnais. On parle de véhicules de 260 passagers à bord dans un niveau de confort tout à fait acceptable. On a été très pointilleux là-dessus dans nos critères de conception et d'exigence qu'on va attribuer. Donc, 4 fois supérieur à un autobus régulier. Pour donner un ordre de grandeur, une rame de tramway, donc un véhicule tramway, environ 45 mètres de long dans ce qui sera conçu. On veut un système qui est, oui, fréquent, oui, rapide, mais surtout fiable et régulier. Donc, le fait qu'on puisse avoir un système très fréquent, vous allez peut-être le remarquer, les métrobus le sont déjà, mais sont irréguliers par le fait d'un manque de capacité d'obtenir des priorités au feu de circulation qui permet d'avoir une régularité des services et éviter des trous de fréquence comme on peut observer actuellement dû à la congestion. Donc, très fréquent. Priorité au feu de circulation qui fait en sorte que le tramway sera régulier comme une pendule, s'assurer vraiment d'être là au bon passage. Aux heures de pointe, plus fréquent évidemment qu'en période hors pointe, mais tout à fait adéquat en termes de besoins. C'est un système qui est exploitable à l'année parce qu'on a fait les mesures nécessaires pour pouvoir prédimensionner tous nos équipements, notre système et notre méthode d'entretien dans ce sens-là. Le tramway, pour avoir sa priorité au feu, doit avoir une voie qui lui est exclusive, donc pas à partager avec d'autres modes véhiculaires. Et on veut s'assurer aussi de la sécurité du système, donc on a bien délimité sa zone et sa plateforme et un système qui a une forte amplitude. La ligne de tramway, c'est un système qui est confortable. On est sur une plateforme qui lui est exclusive, donc on est mieux en mesure de régler son offre de service dessus. C'est un système qui est 100% électrique, donc beaucoup plus silencieux qu'un autobus, qui ne génère pas d'impact sonore pour les riverains sur 97% du tracé. Évidemment, là où les endroits qui sont plus restreints, plus contraints, on doit y apporter des mesures d'atténuation. C'est ce que le bureau de projet s'efforce à faire et c'est sûr de bien mettre dans le cadre de son appel de proposition pour respecter ces exigences-là qui sont super importantes. Et évidemment, un système qui est super confortable. On est allé faire le choix en termes d'autorité publique de mettre un système plus confortable en mettant 3,3 personnes par mètre carré, ce qui est un standard beaucoup plus élevé, ce qui pourrait être peut-être véhiculé ou ciblé, notamment en Europe, où on parle de 4 personnes et plus au mètre carré. Donc, on s'est assuré d'avoir un service confortable pour les utilisateurs. Donc, sécuritaire et accessible. Un tramway est beaucoup plus sécuritaire et moins accidentogène que des lignes d'autobus à haut niveau de service. Évidemment, on le considère parce que c'est important. C'est un nouveau mode de transport qui va apparaître dans la ville. Ce n'est pas un système automatique, c'est un système qui est conduit à vue par un conducteur qui va être à bord de la rame de tramway pour s'assurer de bien gérer. On met tout en place des systèmes de détection. Par contre, on a quand même l'humain qui vient aussi venir intervenir dans un milieu urbain, donc qui côtoie d'autres modes. Pour le faire, on s'est assuré de travailler à intégrer le tramway dans la voirie et dans la chaussée de façon sécuritaire en prévoyant des carrefours plus sécurisés que la situation d'aujourd'hui. Donc, les gens pensent qu'en mettant un tramway, on vient créer une coupure, mais au contraire, on vient surtout améliorer et mieux aménager les interfaces et la cohabitation des différents modes de transport en intégrant des refuges pour les piétons et les cyclistes, en améliorant la signalisation et en bonifiant l'espace pour y circuler en élargissant les trottoirs. Au niveau des stations également, c'est tout à fait accessible pour les personnes à mobilité réduite avec un accès de plein pied aux stations. Et il y a une panoplie de services là, qui vont être aussi mis à disposition des usagers en termes de confort pour améliorer l'expérience des clients. Évidemment, il y a différents types d'insertion dépendamment des milieux qu'on traverse le long de la ligne de 19 km. La plupart du temps, pour maximiser la performance, on se trouve en situation d'insertion axiale. Il peut y arriver à certains moments qu'on se trouve en latéral, donc d'un côté du trottoir et la circulation y est de l'autre côté. Dans des cas particuliers, il y a d'autres types de modes hors rue, par exemple, dans le campus de l'Université Laval ou dans le secteur de Sainte-Foy-Ouest. Et évidemment, il y a un tunnel là, de 2 km et des poussières, évidemment, qui est prévu dans le cadre du projet.
Pour ce qui est du secteur de Saint-Roch, on va y arriver. Il y a des conditions particulières. On est sur un site beaucoup plus partagé avec l'environnement urbain. Alessandro pourra faire le point dans cette section-là de la présentation. Donc, je laisse la balle à Alessandro, qui est chef d'équipe d'intégration urbaine là, au niveau du bureau de projet, pour vous expliquer un peu comment monter à bord du système. Merci Benoît, merci Edouard. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, tout est beau. Parfait, bon, c'est bon de vérifier avant de se lancer, parce qu'après ça va vite. Bon, pour monter à bord, j'ai 3 sections à vous présenter. Pour monter à bord du tramway étant la première. Voilà. Actuellement, la façon que le transport en commun est construit, bon, chaque quartier a sa desserte directe vers le lieu de destination. Ça veut dire qu'on mise beaucoup sur une approche de service de porte à porte, ce qui a pour effet de multiplier le nombre de services et d'avoir un impact sur la régularité, oui, mais aussi sur la fréquence à laquelle on peut offrir le service d'une façon efficiente. Les grands changements de paradigme qui s'en viennent avec les tramways et les nouveaux projets de réseau, c'est la création de pôles d'échange. Un pôle d'échange, comme on voit dans l'image, là, il faut le voir comme une plaque tournante qui transforme la configuration du réseau et qui assure sa performance. Parce que si on rabat tout le parcours vers un endroit pour le redistribuer vers le lieu de destination, ça va nous permettre d'atteindre un objectif et à la fin, ça va devenir un gain en termes de déplacement total pour les usagers de transport en commun. On a 4 pôles d'échange prévus dans sur la ligne de tramway. Si on y va en sens géographique d'ouest en est, on a le pôle de Sainte-Foy, le pôle de l'Université Laval, qui est un lieu de rabattement important, le pôle de Saint-Roch, qu'on voit ici à l'image, auquel on va s'attarder un peu plus tard, et le pôle d'Estimobile qui marque la fin de la ligne à l'extrémité est du tracé. Qu'est-ce qu'il y en a des stations? Bon, on mise à créer des environnements conviviaux. On parle de 28 stations selon la conception préliminaire. On vise à avoir un niveau de confort important. Donc, on parle de stations chauffées pour la plupart, dans la mesure du possible, en fonction de l'espace dans la brise urbaine, pour permettre aux usagers d'être à l'abri des intempéries, bien évidemment. On connaît l'hiver qui peut être assez long certaines années. Juste pour vous donner une idée de l'espacement moyen entre les stations, on parle de 650 mètres. C'est légèrement plus élevé que les métrobus, mais les gains en fréquence et en régularité du service, ça va impliquer un gain final à la fin sur l'ensemble du déplacement. Et on vise à être, comme Benoît le disait, là, dans les caractéristiques du tramway, exemplaire en termes d'accessibilité universelle, et on va les voir un peu plus au détail dans une coupe pour les stations qui va venir un peu plus tard. On a vu une station de surface, à quoi que ça peut ressembler. On a quelques stations au centre-ville, sur la colline parlementaire, qui sont souterraines. On a besoin de franchir un dénivelé important, et la seule façon de le faire pour une technologie de tramway, c'est via un tunnel. Vous voyez ici l'exemple d'une station, d'une sortie de station souterraine, ce qu'on appelle un édicule. Dans ce cas-ci, c'est la colline parlementaire. Vous voyez ici en arrière, là, les complexes G, on peut, pour vous situer, c'est du côté sud de René Lévesque, pas loin de l'hôtel du Parlement. Une intermodalité bien présente, c'est quelque chose qui est important pour nous aussi. C'est important de miser sur le transport en commun et sur la desserte à proximité des stations, mais aussi on a d'autres modes qui peuvent contribuer à la réussite du tramway en tant que colonne vertébrale de notre nouveau réseau. Une dizaine de stations qu'on a dénombrées qui sont à moins de 300 mètres d'un site d'autopartage. Une vingtaine de stations qui sont connectées au réseau cyclable existant et projeté par la ville. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été menés au fil des 5-6 dernières années en ce sens. Et on vise à améliorer ces réseaux-là cyclables, mais aussi les cheminements piétons qui amènent vers les stations et qui peuvent nous permettre d'atteindre le plus d'usagers possible. Vous voyez ici une autre image du pôle de Saint-Roch. Ça, c'est la partie terminus d'autobus avec la station de tramway qui est intégrée en arrière. On va y arriver un peu plus tard dans la présentation. Fait qu'on vise à faire de Québec une ville plus belle et plus attrayante et on s'est donné tous les outils. Quand on insère un tramway sur l'emprise publique, comme Benoît nous informait, on doit faire un meilleur partage de l'espace public. On peut créer des espaces sécuritaires pour les piétons et les cyclistes plus qu'ils sont maintenant.
plus de végétation et c'est l'opportunité aussi d'insérer l'art public sur les tracés. Il y a une exigence rattachée aux bâtiments qui sont accessibles au public. C'est une exigence gouvernementale du Québec, mais on peut faire davantage et on a des moyens pour maximiser ces volets-là. Juste avant d'avancer, là, vous expliquer c'est quoi cette notion-là d'approche ou d'aménagement de façade à façade dans lequel qui nous guide en fait dans la conception. On ne déroule pas seulement une plateforme et des stations sur 19 km, on vise à reconvertir l'ensemble de la rue. C'est pour ça qu'on dit qu'on doit améliorer l'ensemble de l'environnement urbain. Oui, on va changer la donne pour le transport en commun, mais également pour les piétons, pour les cyclistes, et pourquoi pas aussi pour donner de la place méritée à l'automobile à certains endroits et de repenser comment que ça fonctionne, toutes ces utilisations-là. On profite également pour déplacer les infrastructures souterraines sous la plateforme. Le but est de la fiabiliser. Si vous voyez ici, là, tout ce qu'on a, on a quelques tuyaux là, qui servent à alimenter le réseau, mais tout ce qui est aqueduc, égout, gaz, télécommunications, tout est déplacé sous les voies automobiles ou sous les trottoirs. Et c'est dans le but d'assurer une fiabilité totale du tramway en tant que système, mais on profite également pour mettre à niveau tous ces réseaux-là et pour accueillir également la croissance et la densification qu'on pourrait voir à quelques endroits. Alors, il y a un double objectif du point de vue des infrastructures municipales. Je vais vous parler qu'on visait à faire de Québec une ville plus belle et plus attrayante. On vise à faire une signature Québec. Des projets de tramway, Benoît le disait également, ça existe depuis une trentaine d'années en France et il y a de plus en plus de villes à travers différents pays dans le monde qui en font. Mais nous, on veut faire le tramway de Québec et donner nos couleurs à cette grande infrastructure, à ces grands projets. C'est pour ça qu'on s'est doté de ce qu'on appelle des lignes directrices de design et d'une stratégie de végétalisation. Vous voyez ici des exemples de différents bâtiments ou d'infrastructures qu'on va construire dans le projet et tout cela est enchâssé dans ces lignes directrices de design pour que ça parle exactement le même langage et qu'on arrive à cet objectif de signature pour Québec. Si on veut se rendre à un niveau un peu plus détaillé, là, quand on parle de ligne directrice, bon, ce que ça donne comme produit, c'est un guide qu'il faut voir comme un catalogue de composantes dans lequel on se commet à traiter d'une telle ou une telle façon toutes les composantes qui viennent former les infrastructures. Qu'on parle des principes aussi dedans, là, comme l'intégration du bois pour rendre nos infrastructures chaleureuses et durables aussi. L'équerre iconographique, c'est la structure qui est réplicable à différents endroits et modulable de façon à simplifier la construction, mais également l'entretien. Tout ça se répercute sur les coûts, mais aussi pour atteindre un niveau de légèreté et d'intégration plus rassurée dans l'environnement urbain. Il faut toujours penser qu'on va avoir des bâtiments qui vont pousser à plusieurs endroits au centre de la rue. Il faut garder cet objectif de légèreté également. Toiture de verre sur baguette, on le voit ici, là, les toitures qui viennent mettre les usagers à l'abri des intempéries sont inspirées des toitures historiques qu'il y a dans le Vieux-Québec et dans les quartiers centraux de la ville. Et également, cette notion qu'on voit là des murs expression, c'est une possibilité à chaque station de surface, à chaque édicule de station souterraine, c'est la possibilité de venir donner une couleur à différents quartiers qui sont traversés, que ce soit par un bâtiment qui est iconique, un attrait touristique, un attrait paysager. C'est la façon de donner une personnalisation à chaque quartier qu'on traverse le long de ces 19 km de lignes de tramway. Le quartier Saint-Roch, évidemment, se transforme grâce à l'arrivée du tramway et étant au centre-ville, je ne vous cacherai pas que ça revêt une importance majeure chez les concepteurs et chez nos collaborateurs aussi en conception préliminaire et ça va continuer de cette façon-là. Pourquoi? Bon, on a quelques chiffres à l'appui. Si on regarde les portraits de déplacement des résidents, on voit que les déplacements en automobile qui représentent un peu moins de la moitié sont en baisse depuis quelques années. Le transport en commun est stable, le service demeure relativement attirant, mais on sait que ça peut être meilleur que ça.
Et les déplacements quotidiens qui sont actifs, là, marche, vélo, sont en hausse depuis le même horizon qui est 2011. Pour ceux qui se destinent au quartier, là, vous le savez, en tant qu'employeur et employé dans les quartiers de Saint-Roch, ça attire beaucoup de monde dans ce secteur du centre-ville, presque autant que sur la colline parlementaire. On a les mêmes portraits que pour les résidents, des déplacements quotidiens en auto qui sont en baisse, mais qui représentent quand même la moitié, transport en commun stable et une hausse aussi pour le transport actif. Si on regarde, si on fait un survol de ce qui est l'insertion dans Saint-Roch, la vision d'implantation qu'on a ici, c'est de créer ce qu'on appelle un axe fort de mobilité qui relie la Haute-Ville, les quartiers, les pôles de Saint-Roch, et même qui va tisser un lien avec Limoilou. C'est l'opportunité d'or qu'on a pour repenser cet axe important de la rue de la Couronne pour structurer le quartier, mais pour le relier au quartier voisin. Alors, si on revient sur les principales composantes dans ces tronçons-là, on a l'épaule de Saint-Roch, on a vu quelques images, qui est une plaque tournante importante à l'échelle du réseau et qui est évidemment la zone de connexion principale de transport en commun dans ces coins de la ville. La rue de la Couronne, qui est dédiée au tramway, si vous vous souvenez de ce qu'on a déjà exprimé par le passé, on rabat tout ce qui est la circulation des transits sur la rue Dorchester qui va devenir à double sens. Sur la rue de la Couronne, on va avoir alors un geste important, une grande esplanade avec une emprise publique partagée, quelques bouclages qui vont permettre d'accéder au commerce et de boucler les rues d'une façon très locale. Comme je vous disais, le transit, c'est quelque chose qui est évacué et ça nous permet d'avoir une sensation de meilleure fluidité pour tous les usagers de la route. Et évidemment aussi, la traînée de la Couronne qui est la fin nord du tunnel qui est sous la colline parlementaire. On voyait cette image du pôle de Saint-Roch. Je vous la ramène encore une fois, c'est important. La rue de la Couronne, qu'est-ce que ce geste veut dire? Vous voyez un traitement qui est assez homologué à niveau des différents usagers de la route, avec le transit qui se rabat sur Dorchester. Et pour la traînée de la Couronne, qui est l'entrée et sortie du tunnel, comment on vient s'insérer d'une façon presque logique et discrète, là, avec le nivelet naturel qui lie à cet endroit-là dans la ville. On s'insère dans la topographie pour accéder à la colline parlementaire tout en gardant toute la plus-value et toutes les qualités aussi du jardin Jean-Paul Lallier, auquel on est très sensible grâce à sa réussite et le rôle que ça joue en termes de grand espace public du quartier. C'est ici que je cède la parole à mon collègue Benoît Mimaud. Je vais revenir pour la période de questions si besoin est. Merci. Merci Alejandro, merci Benoît. Un peu là, comme pour faire la suite de ce que Benoît et Alejandro ont présenté, là, un peu là, la vision du tramway, mais aussi la vision d'insertion dans Saint-Roch. Donc, pour arriver à cette vision-là, effectivement, des travaux sont nécessaires à même le quartier et ces travaux-là doivent débuter là, à partir de cette année pour qu'on puisse arriver là, à une mise en service là, du tramway toujours en 2026-2027. Donc, nous, on appelle ces travaux-là qui vont se dérouler cette année des travaux préparatoires. C'est des travaux qui sont réalisés par la Ville de Québec, donc qui sont des travaux qui sont faits avant l'arrivée du partenaire privé qui réalisera l'ensemble de l'insertion du tramway et toujours dans l'objectif de maintenir notre échéancier de mise en service du tramway. Donc, les deux grands chantiers d'importance qui vont être faits dans le quartier Saint-Roch en 2021, donc, il y a premièrement la reconfiguration de la rue Dorchester à double sens, comme Alejandro vous l'a présenté, étant donné que la rue de la Couronne devient l'axe de mobilité où il y aura le tramway, de larges trottoirs et les déplacements actifs. La circulation automobile qui circulait sur Couronne sera déplacée vers la rue Dorchester, qui va devenir là, le principal axe de déplacement entre la Haute-Ville et l'autoroute Laurentienne. Donc, l'objectif, c'est de donner 2 voies par direction sur l'axe de Dorchester pour permettre de venir améliorer les déplacements.
Donc, le moment où les travaux débuteront sur la rue de la Couronne pour la réalisation du tramway, la rue Dorchester sera prête à accueillir l'ensemble de la circulation et on pourra là, améliorer la fluidité dans le quartier. Le deuxième chantier d'importance est vraiment tout le déplacement des réseaux techniques urbains, donc tous les réseaux qui sont en souterrain, comme Alejandro vous mentionnait qu'on veut fiabiliser la plateforme, donc on doit déplacer ces réseaux. Donc les réseaux techniques urbains sont tous les systèmes de communication, toute l'électricité, le gaz naturel, donc on doit les déplacer. Actuellement, les réseaux techniques urbains dans le quartier Saint-Roch se retrouvent majoritairement sur l'axe de la Couronne. Donc, l'objectif des travaux qui ont débuté même là, depuis la fin de l'année 2020 et qui sont actuellement en cours, qui ont continué aussi au début 2021 et qui vont s'accentuer à partir du début du mois de mai, ont comme principe vraiment de venir déplacer les réseaux techniques urbains de part et d'autre de la rue de la Couronne, en partie sur l'axe Dorchester et en partie sur la rue du Parvis. Si on passe à la prochaine. Donc, c'est quoi un peu les bénéfices de ces travaux préparatoires-là? Comme je l'ai mentionné, c'est vraiment d'essayer d'avoir un meilleur contrôle de l'échéancier de construction. Donc, c'est de faire des interventions plus critiques pour permettre, lorsque le partenaire privé arrivera pour compléter les travaux du tramway, que certaines grandes étapes soient déjà accomplies. Ça va vraiment permettre de maintenir la fluidité de la circulation. Donc, le réaménagement de Dorchester va venir permettre de transférer la circulation de la Couronne. Donc, on vient simplifier là, les travaux du partenaire privé. Donc, il n'y aura pas de maintien de circulation nécessaire sur la rue de la Couronne lors des travaux. Donc, les travaux risquent d'aller plus rapidement dans cet axe-là, étant donné que la circulation sera tout redirigée vers Dorchester. On a au final, là, par les travaux qui sont faits cet été, une bonification de la canopée. Donc, on parle de au-dessus de 190 arbres qui seront plantés dans les travaux de Dorchester. Donc, on va retrouver 190 arbres au total sur le site de chantier de Dorchester, donc on en avait 90 actuellement. Donc, on a une bonification de la canopée. Puis ça nous permet aussi là, de remettre à neuf toutes les infrastructures municipales. Donc oui, on fait des travaux pour la circulation, mais en même temps, on en profite pour remettre à niveau les services municipaux, les conduites souterraines qui étaient rendues là, à leur fin de vie utile dans le quartier. Donc, si on regarde dans l'image de gauche, on a la rue Dorchester actuellement qui est uniquement en direction sud, où on a une voie réservée pour autobus là, qui est utilisée majoritairement là, au niveau des heures de pointe. Là, et on a 2 voies de circulation pour les autos. La reconfiguration, comment elle va être faite? Il n'y aura pas nécessairement d'élargissement de la chaussée. L'objectif est vraiment de venir chercher la voie supplémentaire à même les gonflements que vous voyez ici de trottoir pour faire une 4e voie. Et la voie réservée pour autobus ne sera plus en fonction, étant donné que le rabattement sera fait de l'ensemble de ces autobus-là à même le pôle d'échange Saint-Roch. On va retrouver 4 voies, 2 voies dans chaque direction, qui sera utilisée par l'ensemble des types de circulation qu'il y aura. Impact sur les arbres, surtout du côté est de la voie de circulation. Donc, ces arbres-là seront abattus, mais remplacés par des nouveaux arbres. Puis on a une préservation des arbres là, du côté ouest de Dorchester. Donc, les grands objectifs, c'est vraiment de réaménager à double sens, comme on l'a mentionné. C'est vraiment aussi de venir intégrer à même ce chantier. Donc, on parle, pour nous, c'est 2 chantiers, le chantier de Dorchester, mais à même le chantier de Dorchester, on vient intégrer tous les besoins en réseau technique urbain. Donc, c'est un peu pour ça que ça fait qu'un chantier de plus grande envergure. Et on vient consolider aussi l'ensemble des réseaux d'aqueduc et d'égouts sous la chaussée. Quand on regarde plus spécifiquement, donc on vous a mis des images pour bien expliquer un peu qu'est-ce que c'est exactement les réseaux techniques urbains. Donc, on voit ici, là, c'est des images qui sont datées du 28 janvier 2021, où on voit là ici des massifs de béton avec différents conduits. Donc, c'est toute cette infrastructure-là qui est présente là, dans l'axe de la Couronne qui doit être vue. Actuellement, les travaux qui étaient faits actuellement à cet endroit-là étaient vraiment de préparer. Donc, on ne doit pas avoir de coupure de service de ces réseaux. Donc, on doit préparer le nouveau réseau pour pouvoir avoir un déplacement qui sera fait dans le temps.
Donc, c'est assez complexe et c'est ce chantier-là qui va continuer après janvier, donc qui va surtout s'accentuer à partir du début mai pour les axes, là, sur les axes qu'on va vous montrer tout à l'heure sur la carte. Donc, on répète ici, dévier les réseaux sur Parvis et Dorchester, ça permet de fiabiliser la plateforme du tramway. Ça permet aussi, pour la construction de la trémie à proximité du parc Jean-Paul Lallier, donc la trémie de la Couronne, qui est l'entrée et la sortie du tunnel, on ne doit pas avoir de conduit souterrain à cet endroit-là, étant donné que c'est une percée dans le sol qui va se faire pour l'entrée et la sortie du tramway. Donc, les travaux en tant que tels, c'est la construction de massifs bétonnés, comme on le voit ici, et aussi de puits d'accès, donc qui sont les puits d'accès qui sont construits en souterrain, qui sont les zones là, de connexion de l'ensemble de ces services-là dans des puits d'accès qui permet là, de faire les raccordements nécessaires de l'ensemble de ces conduits. C'est des travaux qui vont se faire avec un séquençage par tronçon, des travaux qui sont souvent entre 50 et 100 mètres, et qui vont durer entre 2 et 4 semaines. Comme on va vous le montrer tout à l'heure sur la carte, vous allez voir que ça touche beaucoup de rues. Par contre, c'est des travaux qui vont se déplacer dans le temps qu'on va vous montrer sur la carte, sur cette carte-ci. Donc, on a identifié, on a une carte du quartier où on a le point 0, là, qui c'est des travaux là, qui ont débuté fin 2020 et qui se continuent jusqu'à la fin du mois d'avril. Donc, tout est pratiquement terminé. Et c'est des travaux qui avaient un impact là, sur l'axe de la Couronne entre Saint-Vallier, Côte-d'Abraham et le boulevard Charest. Donc, si on continue, le mandat que je vous mentionnais, qu'à partir d'avril jusqu'à septembre, c'est un autre mandat pour des travaux pour les réseaux techniques urbains qui vont se faire surtout sur l'axe Charest, entre La Chapelle et Dorchester, sur la rue Notre-Dame-des-Anges, en partie sur la rue Sainte-Hélène et en partie sur la rue du Parvis. Donc, comme on l'a dit, ça prend beaucoup de place sur la carte, mais ces travaux-là seront faits par séquence, et c'est la séquence de ces travaux-là sera diffusée là, plus précisément dans les prochaines semaines. Donc, l'entrepreneur est connu depuis une semaine, donc on sera en mesure d'avoir un échéancier plus précis. Puis cet échéancier-là, on sera en mesure de le transmettre là, via les outils de communication de la ville. On a l'ensemble du chantier de Dorchester, donc c'est vraiment là, une réflexion complète de la rue Dorchester. Donc, on parle de travaux qui vont se faire à partir de mai, qui vont se faire souvent en alternance sur les voies. Il y aura toujours 2 voies de circulation qui seront conservées sur la rue Dorchester et les travaux seront surtout faits là, en mai, de mai jusqu'à septembre, au nord du boulevard Charest du côté ouest et au sud du boulevard Charest du côté est. Donc, on aura cette alternance de voies. Et quand ces travaux-là seront terminés, il y aura un changement de voie, donc on va vous montrer un petit peu plus longtemps, un petit peu plus loin. On a un autre chantier qui s'appelle les chantiers des réseaux techniques urbains aussi au niveau 3, qui sont des travaux qui vont se faire majoritairement sur la rue Prince-Édouard et à proximité de la commission scolaire de l'école des Berges, sur l'axe de la rue des Chalutiers, devant l'industrie de la Rotman et aussi sur la rue des Embarcations. Donc, on parle d'un chantier qui va débuter à partir de juin et qui va se compléter jusqu'à la fin de l'année 2021. Dorchester, ensuite de ça, on change de voie, donc les travaux vont se faire au nord de Charest du côté est et au sud de Charest du côté ouest. Donc, ça permet, quand les travaux seront terminés d'un côté, de transférer la circulation de l'autre côté pour toujours garder 2 voies de circulation. Ensuite de ça, on a des travaux plus spécifiques qu'on identifie à l'intersection du boulevard Charest et Dorchester, donc travaux qui vont se faire de juillet à octobre. Donc, c'est une intersection assez majeure, donc il va y avoir des entraves à la circulation à cet endroit. On a des travaux d'RTU qu'on a identifiés, qu'on a repoussés dans le temps au mois d'octobre, vers la mi-octobre, qui sont des travaux qui seront faits sur la rue du Parvis et sur la rue Saint-Joseph. Donc, les raisons qui nous poussent à envoyer les travaux là, aussi tard dans l'année, l'objectif, c'est de garder toujours la piétonisation de la rue Saint-Joseph durant les week-ends, durant les fins de semaine de l'été, et aussi de permettre là, aux commerçants de la rue du Parvis de conserver leurs terrasses là, pour la période estivale. Donc, il
va y avoir des entraves à la circulation, mais on va le faire à partir de la mi-octobre où il y aura une diminution de l'activité dans le secteur. On identifie aussi que la bibliothèque Gabriel-Leroy est en chantier, donc c'est débuté depuis la fin du mois de février et ça va se compléter jusqu'au mois de décembre. Et on a aussi déjà des entraves qui sont faites pour ce chantier, qui sont connus, qui ne bougeront pas vraiment dans le temps, mais qui doivent être prises en considération dans la coordination de l'ensemble des chantiers. Donc, on indique une circulation plus fluide. Donc, c'est un peu notre objectif d'avoir une coordination puis un séquençage de ces différents chantiers-là. Il y a beaucoup de comités internes de la ville qui sont mis en place pour assurer que les chantiers puissent se parler ensemble, pour s'assurer aussi que les communications puissent être envoyées à l'ensemble des acteurs du quartier pour bien informer les gens des entraves à venir. Le fait qu'on maintienne 2 voies de circulation sur Dorchester vient aussi aider à la circulation. Donc, et on va voir aussi avec M. Matarangas comment le RTC va gérer son service avec ces chantiers-là, surtout lui de Dorchester. On va aussi accentuer certains travaux dans le temps, à des travaux plus critiques qui peuvent nuire plus à la circulation. On va les optimiser dans le temps. Donc, où on aura peut-être des travaux qui seront faits de soir ou de fin de semaine. Et on aura aussi toujours la présence de signaleurs sur place et une possibilité d'avoir aussi des policiers au besoin dans des zones qui seront plus problématiques. On a dans l'image de gauche ici le centre de gestion de la mobilité intelligente, qui est vraiment un centre qui vient gérer l'ensemble de la circulation automobile de la Ville de Québec, où on a des caméras de circulation, la présence du gestionnaire artériel qui permet d'avoir un regard sur les chantiers et aussi de faire des interventions à même les feux de circulation pour pouvoir améliorer certaines zones qui sont le plus critiques. Ça permet aussi de contrôler, par exemple, des panneaux à messages variables et aussi les gens qui travaillent à cet endroit-là font une coordination avec les différents partenaires de la ville et même externes pour s'assurer que le chantier fonctionne bien. Des déplacements actifs sécurisés, donc mise en place de trottoirs temporaires. Donc, il y aura toujours des trottoirs qui seront disponibles de part et d'autre de la rue Dorchester pendant toute la durée du chantier. On a un impact qui est limité sur le réseau cyclable. On n'a pas de grand réseau cyclable qui traverse les chantiers, donc on n'a pas d'impact vraiment sur le réseau cyclable. Il va y avoir toujours le maintien des accès au commerce, aux bureaux, aux résidences, donc partout durant le chantier, à moins qu'il y ait des ententes spécifiques qui seraient prises pour des périodes bien précises. Et on a toujours comme intérêt de maintenir la piétonisation de la rue Saint-Joseph, qui était une activité très en demande à la ville. Donc, les chantiers prennent en considération cette piétonisation. Je pense qu'on en a passé une. Une approche proactive avec les citoyens. Donc, la ville a fait des projets pilotes de bureaux d'information pour les citoyens dans les dernières années, qui s'est avéré un grand succès. Donc, pour les chantiers qui vont se faire dans Saint-Roch, il y aura un bureau qui sera mis en place. Ce bureau-là est localisé sur la rue Dorchester, donc qui est à proximité du chantier Dorchester et aussi des autres chantiers. Il va y avoir de la présence d'agents de service à la clientèle en tout temps lorsque le chantier sera en activité. Donc, ça va permettre de répondre à beaucoup de questions. Donc, dès qu'il y aura dès que les citoyens auront des demandes ou quoi que ce soit, il y aura toujours des agents disponibles pour répondre, pour essayer de régler les problèmes qui pourraient survenir durant le chantier directement sur place. C'est un service de première ligne auprès des citoyens et des commerçants. Donc, c'est ce qui est souhaité. Et c'est une j'avais une petite dernière ligne à vous dire, mais c'est vraiment, ça fonctionne ça a vraiment bien fonctionné dans les autres chantiers de la ville. On parle d'un quartier coloré et animé, donc on a toute une stratégie de pavoisement et d'embellissement des zones de chantier. Donc on a on a vraiment comme objectif de rendre par exemple, les clôtures de chantier plus intéressantes. Donc il y aura de l'affichage qui sera fait directement sur les clôtures de chantier, présenter le projet pour donner de l'information et aussi notre volonté d'animer le quartier Saint-Roch pendant les travaux, donc que ce soit la mise en place de places éphémères. Il y a des déploiements d'activités estivales qui vont se dérouler et on a encore le retour des rues partagées.
Je vais laisser M. Matarangas vous expliquer un peu le service du RTC qui sera offert là, durant le chantier. C'est quoi la stratégie que le RTC a mise en place? Merci, Benoît. Donc, pour ce qui est du RTC, cet été, il y aura des changements qui vont être faits de façon temporaire afin d'assurer la fiabilité et la stabilité de nos parcours. Donc, il y a 2 éléments qu'il faut retenir. Le premier, c'est les parcours qui terminent dans le secteur Saint-Roch et les parcours qui traversent. Je vais commencer par ceux qui terminent. Donc, on a une série de parcours qui terminent dans Saint-Roch sur la rue du Roi, le 64, 74, 82, 84, 86. Et sur la rue Victor-Révillon, le 4 et le 36. En fonction, vous avez vu, là, Benoît, vous avez parlé du phasage, ça va changer de semaine en semaine. Donc, pour nous, c'est important d'assurer une stabilité à la clientèle. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ces fins de parcours-là, ces 7 parcours-là, on va les déplacer et on va les mettre dans un terminus temporaire qui va être situé sur la rue Pointe-aux-Lièvres, au coin de la Croix-Rouge. Donc, il y aura un aménagement fait pour des aires d'attente pour la clientèle. Et les gens de ce terminus temporaire que vous voyez en haut de la carte, auront 2 options pour accéder au cœur de Saint-Roch. La première sera de marcher, vous voyez le pointillé ici, qui est une marche qui peut durer entre 8 et 12 minutes selon la condition physique des gens, ou de prendre une correspondance l'autre bord de la rue, la Croix-Rouge, comme vous voyez sur la carte, pour prendre le parcours 801 qui va pouvoir les amener à leur destination. Donc ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'est les parcours qui traversent. Donc, pour la plupart des parcours qui traversent Saint-Roch, il n'y aura pas de changement. Sauf ceux qui empruntent la rue Dorchester, où il y aura des travaux importants, comme vous savez. Et donc, il y a 2 arrêts, 2 stations métrobus qui ne seront pas accessibles durant toute la durée de ces travaux-là, donc durant l'été au complet et même au début de l'automne. Donc, on parle de l'arrêt coin Prince-Édouard et l'arrêt coin du Roi. Donc, ces arrêts-là ne seront pas disponibles. Les gens devront débarquer à l'arrêt précédent, celui en face de Parc Victoria, ou l'arrêt après, celui au coin de Sainte-Hélène, et par la suite pourront marcher pour rejoindre leur destination là, dans le cœur de Saint-Roch. Et donc, ces changements-là nous permettent d'assurer une stabilité sur le réseau et de faire en sorte qu'on a un changement à faire tout l'été qui sera plus facile à communiquer à tout le monde. Et il y aura des agents sur le terrain aussi pour aider les gens là, vraiment à se diriger. Il y aura aussi la signalisation qui sera faite là, pour les chemins piétonniers qui permettent de se rendre jusqu'à destination. Donc, je cède la parole à M. Benoît Carrier pour la suite. Donc, merci Alessandro, merci Benoît et merci Denis. Rapidement, en termes de conclusion et de prochaines étapes. Oui. Donc, pour ce qui est du tramway dans Saint-Roch et le tramway dans son ensemble, on a débuté les travaux. On a fait la vision d'implantation en mai dernier. Donc, en mai 2020, on est arrivé avec un projet un petit peu, je dirais, audacieux en venant changer la dynamique dans Saint-Roch et créant un axe de mobilité, comme Alessandro et Benoît ont mentionné, vraiment pour donner de la place au mode actif et au tramway dans le quartier de Saint-Roch. On a débuté depuis l'an dernier les travaux qui vont préparer le terrain. La Ville de Québec, c'est important pour elle de bien faire les choses, faire une bonne conception, une bonne rédaction des exigences pour lesquelles on va être en mesure de faire des travaux préparatoires et s'assurer de mettre la table comme il faut à ce que le partenaire privé qui sera sélectionné puisse bien faire son travail et donc justement éviter les soucis d'échéancier et de coordination. Actuellement, demain, on lance l'appel de proposition pour lesquels les candidats qui sont des consortiums de calibre international se sont qualifiés et vont pouvoir soumissionner sur le projet en nous offrant une offre technique là, au cours des prochains mois pour réaliser le projet, le concevoir dans son détail dernier, la construction et son entretien. Ce qu'on a fait depuis maintenant 2018, près de 3 ans, c'est s'assurer de la conception préliminaire du projet pour pouvoir être en mesure de rédiger de façon très rigoureuse toutes les exigences techniques et assurer la qualité du projet. Et maintenant, on arrive au jalon demain à ce grand lancement-là, là, pour nous, qui est important là, de lancer cet appel de proposition-là. Débuter les travaux du consortium suivant la mise en place des travaux préparatoires évoqués par Benoît, pour arriver à une phase de chantier qui va être plus simple pour lui, mieux dégager des contraintes, ce qu'on aura pris le temps de bien faire pour ensuite faire la mise en service 2026-2027 de la ligne de tramway. Donc, en conclusion, rapidement avant les questions, pour la Ville de Québec, on s'apprête à faire le plus gros projet de l'histoire de la Ville. C'est un grand privilège pour nous, là, comme équipe de bureau de projet, là, de pouvoir y contribuer. On veut vraiment bien faire les choses. C'est un projet majeur, c'est un projet important qui va redessiner la Ville.
qui va l'amener vers une capitale digne du 21e siècle. Ailleurs dans le monde, les mêmes objectifs le sont. On veut être compétitif, on veut créer une ville plus agréable, plus dynamique, avec plus de place pour les déplacements actifs. C'est de plus en plus la nouvelle façon d'aménager les villes. Donc, on emboîte le pas du 21e siècle également à Québec. On veut se positionner aussi pour Québec comme étant une des villes les plus attrayantes au pays. On veut vraiment se mettre sur la map, faire un projet digne de ce nom et d'une signature Québec. Donc, tous les détails, on essaie de les faire du mieux possible en gardant l'esprit de la qualité et de la convivialité dans chacun de nos aménagements. Donc, évidemment, on va passer à la période de questions, mais je pense que, Edouard, si tu prends la balle, on est rejoignable aussi par différents moyens, là. Je pense que je te laisse la suite, puis on va être en mesure de répondre à vos questions avec plaisir. Merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup à M. Carrier, M. Calderon-Quintero, M. Mimo et M. Matarangas pour cette présentation. On est maintenant rendu à la période de questions. On en a reçu plusieurs. Je tiens à vous spécifier juste avant qu'il y a plusieurs façons d'entrer en contact avec nous ou de prendre encore plus d'informations de façon autonome, là, soit sur le Facebook qui vient de changer pour un commercial Tramway de Québec. On a aussi le site web tramwaydequebec.info et le 311 est une ressource très utile aussi là, pour poser vos questions. Dans tous les cas, on en a quelques-unes pour nos présentateurs à l'instant. Je commence avec une question de M. Pierre Francus de l'Institut national de recherche scientifique, l'INRS, pour M. Carrier. Donc, ce que M. Francus demande, c'est comme vous le savez peut-être, nous avons des instruments scientifiques à l'INRS qui sont sensibles aux vibrations et plus particulièrement un microscope électronique à balayage. Quels sont les moyens techniques qui seront mis en place pour atténuer les vibrations? Donc, merci pour votre question, M. Francus. Effectivement, c'est un excellent point, une très bonne question. On est au courant. On vit le cas aussi près des hôpitaux et on traverse l'Université Laval, notamment près du pavillon Pouliot. Donc, c'est des exercices qui ont été réalisés. On a fait des relevés terrain en courant de conception préliminaire pour s'assurer de faire des effets sur la vibration et aussi sur le bruit par ailleurs, là, mais sur la vibration aussi. Donc, des campagnes de terrain qui ont été réalisées par nos experts français de chez Sistra, qui est une firme qui est spécialisée dans l'accompagnement, conception des réalisations de projets de systèmes de transport en commun ferroviaire. Donc, plus de 50% des tramways qui sont faits dans le monde, Sistra y est touché d'une certaine façon. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé venir chercher les relevés, faire des études d'effets de vibration en fonction du type de matériel roulant qu'on va pouvoir recevoir et des caractéristiques de la plateforme. On va être en sortie de tunnel à proximité de l'INRS. Il y a une série de mesures d'atténuation qui sont possibles, qui vont devoir être déployées, qui ont été identifiées. C'est le cas aussi, notamment près du Grand Théâtre, pour donner une autre information, où on veut s'assurer de bien contrôler les effets de vibration. Donc, que ce soit par le type de plateforme qu'on va réaliser. Il y a des membranes anti-vibration là, qui peuvent être déployées. C'est important de mentionner à ce stade-ci qu'on a fait une conception avec une vérification des mesures d'atténuation qui peuvent répondre à ces exigences-là de maintien des vibrations pour éviter les impacts. La solution finale appartient au partenaire privé qui va être retenu par la rédaction rigoureuse des exigences techniques à respecter sur lesquelles il va devoir s'y conformer. Et pour pouvoir s'assurer que ces exigences-là sont respectées, on a un évaluateur indépendant qui va être engagé, une firme d'évaluation indépendante qui va s'assurer que les exigences sont respectées dans ces types de travaux-là et les rendus. Donc, il y aura aussi ensuite un monitoring, un suivi qui sera fait de façon périodique pour assurer le maintien et la durabilité des mesures d'atténuation dans le temps. Parce qu'évidemment, on met en service un système aujourd'hui, lorsqu'il se remet en service, mais il faut que cette mesure-là puisse être perdurée dans le temps. Donc, ça aussi, c'est prévu dans le cadre de l'appel de proposition au niveau de nos exigences techniques. Et pour ce qui est des résultats, évidemment, il n'y aura pas d'impact occasionné là, par le bruit, vu la mise en place des mesures d'atténuation. Merci beaucoup. On a encore une question pour vous, M. Carrier, donc d'un de nos utilisateurs, d'un de nos participants aujourd'hui. Avez-vous considéré dans vos chiffres les effets à long terme de la pandémie, à savoir que plus de 35% des emplois seront maintenant en télétravail? C'est une excellente question. Comme on a dit à quelques reprises, il n'y a personne qui a une boule de cristal en réalité. Là. 35%, ça va dépendre. Là. Je veux dire, on n'a pas nécessairement
une confirmation de cet élément-là qui est 35 %. Évidemment, on s'attend, comme autorité publique et exploitant de futurs réseaux de transport en commun et d'un réseau routier, à ce qu'il y ait des modifications dans les habitudes de déplacement des gens par le fait que ça sera peut-être plus flexible. On a trouvé et on a réussi à voir que ça fonctionnait, le télétravail, via la pandémie. Ça va changer des habitudes. Par contre, pas nécessairement dans une diminution à proprement dit du même calibre que le 35 %, dans le sens où les gens vont se déplacer différemment. Peut-être que les gens vont délaisser une voiture de plus à la maison parce qu'ils ne voient pas l'opportunité ou la nécessité d'aller conserver les deux. Donc, il y a évidemment un flou dans le futur. Les gens vont se déplacer, comme on l'a mentionné tantôt, de façon plus active aussi, ce qui est plus complémentaire au transport en commun. Donc, il ne faut jamais regarder un seul facteur dans la planification. Puis nous, on le regarde sur un horizon qui est long, sur une grande période de temps. Donc, effectivement, il y a la notion du télétravail, il y a la façon que les gens se déplacent différemment aujourd'hui et demain, avec plus de déplacements actifs, plus de transports en commun. Il y a aussi une croissance de la population qui va continuer dans la région de Québec. Donc, même s'il y a du télétravail, il va y avoir plus de gens sur le réseau, plus de gens en ville et sur le territoire. Donc, c'est une série de facteurs sur lesquels, évidemment, la notion de télétravail va devoir être considérée. Mais ce qui ne remet pas en question nécessairement la pertinence de restructurer le réseau sur un long terme et pour plusieurs décennies là, sur le territoire de la ville. Merci beaucoup. On a une question pour M. Matarangas du RTC, de François M., donc un participant aujourd'hui. Pour attirer une clientèle plus grande, est-ce que le RTC prévoit maintenir ou diminuer le coût d'un passage, même une fois le tramway mis en place? La parole sera pas longue. Voilà. Oui, donc je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Malheureusement, la révision de la grille tarifaire se fait annuellement au RTC. Donc, elle se fera peut-être une année ou deux, probablement avant la mise en place du tramway. Et elle se fera aussi dans le cadre là, d'implantation d'un guichet unique où les gens vont pouvoir se procurer des titres de transport pour le tramway, l'autopartage, le vélo, libre-service, transport de bande, etc. Donc, ça va se faire quelques années avant. Ça va tenir compte du contexte à ce moment-là aussi. Donc, l'augmentation naturellement des coûts généraux et aussi du financement disponible à ce moment-là. Merci. On en a une autre pour vous. Est-ce que le boulevard Charest sera toujours desservi par voie réservée et est-ce que ça nécessitera certains réaménagements? Oui. Pour les aménagements, je ne peux pas répondre. Je ne verrai pas quel type d'aménagement supplémentaire il faudrait refaire. Donc, mais oui, la voie réservée là, sera maintenue. Super. Merci beaucoup. Donc, une question pour M. Benoît Carrier. Est-ce que l'axe de la 1re avenue jusqu'à la 18e pour se rendre vers Destimoville a été envisagé? Un bout sera déjà fait pour une deuxième phase vers Charlesbourg. Donc, ça, c'est pour la branche qui est récemment annoncée. Évidemment, on a regardé différentes opportunités de tracé de façon conjointe avec le gouvernement là, avant la confirmation via le décret pour se rendre vers la branche d'Estimoville, donc du pôle de Saint-Roch au pôle d'Estimoville. Le tracé qui est retenu et qui est actuellement en conversation avec les gens du milieu de Limoilou via la Société de développement commercial et les conseils de quartier, c'est vraiment un tracé qui principalement va emprunter l'axe du chemin de la Canardière, qui est le tracé le plus rectiligne pour se rendre à destination et qui vient donner des bénéfices pour les gains de temps des usagers, ce qui est un critère de base là, pour le gouvernement du Québec et la Ville pour mettre en place un système dont une colonne vertébrale va transporter le plus de gens possible. L'axe de la 1re avenue, oui, il avait été conçu, mais techniquement, de faire ce tracé-là n'est vraiment pas une bonne opportunité pour une phase ultérieure vers Charlesbourg. De faire ce choix-là aujourd'hui est une perte d'efficacité et de temps pour les usagers de transport en commun qui vont provenir de l'Est. 2, va générer des impacts majeurs de circulation dans l'axe de la 18e avenue, du Seine-Rue, qui donne accès aux 2 principaux hôpitaux au niveau des services d'urgence. Donc, cette opportunité-là ou cette variante de tracé-là a été regardée, analysée, non retenue par les nombreux impacts versus les non-bénéfices. Cela dit, techniquement, s'il devait avoir une future phase de tramway, ce qui n'est pas confirmé par le gouvernement et la Ville actuellement, mais d'un point de vue technique, il vaudrait vraiment mieux prévoir à partir de Saint-Roch une branche qui va vers Charlesbourg et une qui va vers Destimoville, plutôt que d'essayer de faire pour une seule fois 1re avenue en 18e, ce qui viendrait créer un impact complètement prohibitif au niveau du carrefour de la 18e première en termes d'insertion urbaine. Ça serait vraiment très compliqué et une erreur de conception de le faire dans ce sens-là. Donc, vraiment,
le tracé qui a été retenu est le plus efficace et il va générer des bénéfices en termes d'insertion urbaine pour maximiser la place aux piétons aussi dans le secteur de Limoilou. Et s'il devait avoir une phase ultérieure, il vaut mieux la planifier avec une branche à proprement dit à partir du pôle de Saint-Roch. D'ici là, on va évidemment attendre que le gouvernement du Québec annonce un peu les projets qui vont entourer la colonne vertébrale au niveau du tramway et de l'axe nord-sud sur la première avenue, ce qui devrait arriver éventuellement là, de leur côté très prochainement. Merci beaucoup. On a une question pour M. Benoît Mimeau. Est-ce que la rue Dorchester perdra ses stationnements sur rue dans sa prochaine version? Oui, les stationnements sur rue sur Dorchester seront éliminés pour permettre la configuration à 4 voies. Par contre, là, on sait que les stationnements sur rue sur Dorchester ne sont pas les stationnements les plus utilisés, là, à l'exception vraiment là, plus du secteur Saint-Joseph-Dorchester. Mais effectivement, là, le stationnement sur rue ne sera plus permis là, sur cet axe. Merci beaucoup. Donc, on en est à M. Benoît Carrier. Pouvez-vous confirmer le tracé dans Limoilou? Je suis personnellement partisan du tracé sur la 3e avenue et Canardière. Donc, ça, c'est un commentaire, donc je vous laisse répondre. Bien, comme je viens de le mentionner, l'axe qui est privilégié, qui est retenu, et on vous invite, si vous avez du temps encore après-midi pour parler de tramway, à 13h30, il y a une conférence de presse par M. le maire et Dan Genet, notre directeur de projet, qui va faire un peu état là, de ce sujet-là. Entre-temps, comme je viens de le dire, le tracé qui est retenu avec le gouvernement du Québec dans sa portée, son échéancier et ses coûts, c'est vraiment un tracé qui va emprunter essentiellement le chemin de la Canardière le plus rectiligne possible pour se rendre à Destimoville. Pour ce qui est des sections entre la sortie du pont Drouin, près du pôle Saint-Roch, pour s'y raccorder au chemin de la Canardière, c'est vraiment ici qu'on veut prendre le temps de bien faire les choses et d'avoir l'input, donc l'avis des gens du milieu. C'est pour ça que dès la semaine dernière, on a entamé les discussions avec la SDC de Limoilou, les conseils de quartier. C'est des choses qui vont se maintenir dans les prochaines semaines avec la participation des citoyens pour bien déterminer ce que les gens souhaitent avoir leur avis pour sélectionner puis bien choisir la bonne façon de se raccorder. Donc, actuellement, on est en train de regarder essentiellement via la 3e avenue ou la 4e avenue pour se raccorder, ce qui n'est pas déterminé pour l'instant. On veut vraiment s'assurer de prendre toutes les données d'entrée nécessaires pour bien faire le travail. Et ce travail-là va se poursuivre au cours des prochaines semaines pour émettre un addenda un petit peu plus tard cet automne dans le cadre de l'appel de proposition. Merci beaucoup. On a une question pour Alejandro Calderon-Quintero. Remplacerez-vous les arbres matures abattus par les arbres de bonne taille ou par de petits arbres? Oui, merci, Edouard. Ben, on l'a vu sur une image là, de la transformation de la rue Dorchester là, avant et après. C'est sûr qu'à plusieurs endroits, les arbres matures ont une certaine ampleur. Dans les pratiques, c'est assez difficile de remplacer par une taille de la même, par un arbre de la même taille. D'habitude, on va vers des diamètres qui sont faciles à planter en termes de manipulation, mais aussi qui nous permettent de garantir une survie de nouveaux végétaux qui sont plantés. Alors oui, il faut se faire à l'idée que les arbres de remplacement sont souvent plus petits. Par contre, c'est dans leur déploiement et dans leur croissance qu'ils viennent capter le plus de CO2. Ça, c'est quelque chose sur lequel on s'entend tous en termes de littérature, mais aussi c'est ce qui permet d'avoir un effet de mitigation qui va s'amplifier avec le temps. Merci beaucoup. Prochaine question pour M. Carrier. Comment l'accessibilité des aménagements à proximité ainsi que celle des services sera prise en compte, le processus? Est-ce que les regroupements des personnes handicapées, par exemple, ou ayant des situations particulières vont être consultés? Est-ce que des experts sur la question sont engagés? Bien, c'est un excellent point, puis c'est ce qui a été réalisé dans la phase de conception préliminaire. Les équipes de conception, on a travaillé en 3 étapes. On a travaillé l'étape d'un programme des besoins. Ensuite, on a fait une conception préliminaire pour ensuite faire une rédaction de nos exigences techniques. La question de l'accessibilité universelle, on l'a mentionné dans la présentation, c'est une obligation puis vraiment une intention très forte au niveau du projet de pouvoir l'offrir aux gens, non seulement sur les infrastructures d'accueil, mais pour s'y rendre. Donc, tout ce qui est des traversées piétonnes, des aménagements de trottoirs, les élargissements de trottoirs pour s'assurer que les personnes à mobilité réduite de toute nature puissent mieux circuler avec un meilleur sentiment de sécurité. Donc, vraiment, le projet, c'est une obligation de créer un environnement
d'intégration dans la ville d'un système de transport accessible. Pour le faire, on avait la table de concertation des gens à mobilité réduite qui était suivie, déjà par les gens du RTC, mais aussi par le bureau de projet. Donc, toute la conception des infrastructures d'accueil a été faite avec une table de coordination de gens à mobilité réduite et aussi par des experts là, de conception qui respectent les normes, là, du fin détail de la rampe d'accès jusqu'aux différents éléments de visibilité, des normes de signalétique. Tous les éléments, même signalétiques, ont été regardés dans la notion d'accessibilité universelle. Donc, vraiment, on a regardé de A à Z et on a fait contribuer les gens dans ce domaine-là pour pouvoir avoir leur input dans le cadre de la conception. Parfait, merci beaucoup. On a une question au sujet de Dorchester que je ne retrouve pas à l'instant. Ce ne sera pas bien long. Monsieur Mimo, je vous inviterai peut-être à simplement lire la question et y répondre, si ça vous convient. Oui, effectivement, moi aussi, je l'ai perdu, mais je m'en souviens, c'était un peu, la question était à quel moment Dorchester va devenir à double sens. Donc, les travaux qui sont faits cet été vraiment préparent Dorchester à venir à double sens. Par contre, en 2021, ça ne sera toujours pas à double sens. On prévoit que Dorchester sera mis à double sens dès que le partenaire privé débutera la construction de la trémie. Donc, il y aura une période, on prend comme hypothèse que le partenaire privé va débuter les travaux de la trémie dès septembre 2022. Donc, à partir de ce moment-là, la section entre Charest et Côte-d'Abraham sera fermée. Et là, ça sera les travaux de construction de la trémie. Donc, ce ne sera plus possible de prendre la Côte-d'Abraham et s'en aller en direction nord sur de la couronne. Donc, la circulation va être déviée vers Dorchester. Par contre, on s'attend que ça sera toujours possible d'utiliser au nord de Charest, toujours de la couronne. Donc, la circulation à double sens va débuter à partir de 2022 sur Dorchester, mais on s'attend qu'il y a peut-être encore une période où ça sera toujours possible d'utiliser couronne direction nord. Le moment où l'ensemble de la circulation sera déplacé sur Dorchester, c'est le moment où le partenaire privé va décider de débuter ses travaux au nord de Charest sur Couronne. Donc, à ce moment-là, il y aura certaines interventions qui seront faites pour vraiment tout transférer la circulation sur Dorchester. Donc, ça va se faire en étapes, mais on s'attend que ça ne sera pas avant la fin 2022 qu'on aura Dorchester à double sens. Merci beaucoup. En attendant de voir s'il reste des questions à répondre, je tiens à vous aviser que dans le fil de questions et réponses, actuellement, on vous a partagé l'hyperlien de l'espace presse de la Ville de Québec si vous voulez assister à la conférence de presse qui aura lieu dans les minutes qui suivent, c'est-à-dire à 13h30. N'hésitez pas, connectez-vous. C'est un lien public là, de visionnement, donc c'est très simple d'accès. Pendant ce temps-là, je tiens à vous remercier tous d'avoir été participants aujourd'hui. Je vous avoue qu'on était beaucoup de monde. C'était super de voir l'intérêt que ça a généré, cette présentation-là. N'hésitez pas. Je pense qu'à la prochaine diapo, il y a une adresse courriel. Oui, c'est ça. Donc, cette adresse courriel-là, ça vous permet de nous envoyer d'autres questions s'il y en a qui surgissent. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. On aurait une autre question. Non, on n'a pas d'autres questions. Donc, voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée et au plaisir de vous retrouver à une autre occasion. Merci.